Bonsoir à tous et bienvenue dans le cercle, un cercle d'idées, un cercle de regards, ceux de journalistes, d'éditorialistes aussi, de spécialistes des médias au Maroc ou ailleurs. Avec eux, chaque semaine, je prends le temps de comprendre ce qui se cache derrière le vacarme de l'actualité nationale, internationale, parce qu'aujourd'hui, les mots façonnent autant la réalité que les faits eux-mêmes. C'est avec ceux qui fabriquent l'information que nous allons tenter de lire entre les lignes. Ce soir, deux dossiers à décrypter avec un premier sujet névralgique, à mon sens. Le Conseil économique, social et environnemental a publié un rapport consacré à l'incivisme, un document qui interpelle le rapport des Marocains à l'espace public, la citoyenneté, au respect de la règle commune. Ce sujet a-t-il suscité l'écho médiatique à la hauteur des enjeux dans notre pays? Ce sera l'une des premières questions du cercle. Ils ont fait rêver les Marocains, un continent et bien au-delà. Les Lions de l'Atlas quittent le mondial 2026 la tête haute malgré leur défaite face à la France. Une équipe qui a fait détonner la machine médiatique. Nous le verrons avec une presse internationale qui a littéralement changé de ton à l'égard d'une sélection qui confirme sa place dans la cour des grandes nations de football. Avec trois regards ce soir, trois regards qui vont se compléter. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Faisal Faqihi, reporter, enseignant en droit et médias. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Monsieur Abdelrahim Bourkia, sociologue à l'Institut des sciences du sport. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Avec plaisir. Et depuis Paris, c'est Saad Hamda, journaliste à Squad, qui sera avec nous. Bienvenue à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Tout de suite, la première rubrique, c'est les Up and Down. Alors les Up and Down, c'est quoi? C'est une conviction, un partage, moins d'une minute, tout de suite. On va commencer avec ce premier down, il faut le dire, un down sur lequel on ne pouvait pas faire l'impasse aujourd'hui. C'est ce départ des Lions de l'Atlas, donc, qui quittent le Mondial 2026 après un parcours remarquable. C'est le choix, le titre du matin. J'aimerais vous entendre sur ce choix, ce titre qui a été fait. Moi, je trouve que c'est vrai, ils ont fait un parcours remarquable qui confirme un petit peu ce qui s'est fait en 2022. Maintenant, en tant que supporter, en tant qu'observateur, il y a un goût d'inachevé. Et je pense que la plus grande leçon à tirer de ce mondial, c'est qu'on a encore une marge, il y a encore une remise en question. Et que l'avenir appartient à ceux qui se remettent en question, pour ne pas dire à ceux qui se lèvent tôt. Je vais abonder dans la même idée aussi. Donc c'était un parcours remarquable, il faut le dire aussi. C'est vrai qu'on sort sur une petite défaite, mais une défaite contre qui? Avec qui? C'était la France devant nous. La France, ça reste toujours une grande nation de football. Donc ils étaient présents en 2018, ils ont gagné la Coupe du Monde en 2018, ils étaient finalistes en 2022. Du coup, donc on se dit, ouais, on a pas perdu contre n'importe qui, ça veut dire qu'on progresse. Moi, personnellement, donc la version de Wabi, je la préfère parce qu'on joue au football mieux que celle de Regragui. Je ne compare pas les deux. De toute façon, donc, chacun a sa manière de faire. C'est votre conviction? Mais de toute façon, donc, cette version, ça me plaît beaucoup. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire aussi. Et aussi, donc, la similitude qu'on peut trouver entre les deux, c'est qu'on manque de bonnes touches. Et ça, on ne peut pas gagner la Coupe du Monde avec une seule équipe. Alors, on commence déjà à rentrer dans l'analyse. On va voir, puisque ça fait partie d'un des sujets majeurs du SCAN. À Paris, comment on regarde cette défaite des Lions de l'Atlas, Aïna Hamda? Ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce qu'on se place du point de vue marocain ou du point de vue français? Je pense que du point de vue marocain, il y a beaucoup d'amertume. Au-delà de la défaite, pour ne pas analyser purement et uniquement le résultat, mais c'est surtout dans la manière, dans la production du jeu. Le Maroc n'a pas produit beaucoup de jeux alors que c'était un petit peu la signature de Mohamed Wahbi. Donc c'est un petit peu dommage. Et d'un point de vue français, je pense que c'est plutôt l'unanimité ici à Paris où l'équipe de France était nettement supérieure. Les gens le savaient, il n'y avait pas réellement de surprise. Mais je pense que quand même l'équipe de France attendait à une adversité un peu plus élevée. D'ailleurs, Adrien Rabiot le déclarait juste en après-match.
avec Manu Koné, ils ont mangé le milieu de terrain marocain. Ils ont été assez étonnés de la faiblesse du jeu produit par le Maroc. Ils s'attendaient à être plus difficilement en danger, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, il peut y avoir un peu de la déception sur la forme plus que sur le fond, parce que le fond, ça reste un quart de finale et vos invités l'ont très bien expliqué sur le plateau. Le Maroc arrive après 2022, fait une demi-finale. Aujourd'hui, fait un quart de finale, est sorti 2 fois par la France, qui a un passif assez énorme avec la Coupe du Monde sur les 3 dernières éditions. Donc voilà, il n'y a pas de honte, mais il peut y avoir un petit peu peut-être de la déception. Ou de l'amertume. Et de l'amertume, Voilà, on en parlera tout à l'heure. Salah Hamda, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce point. Tout de suite, on passe au premier up de ce cercle. Et là, on va direction Abidjan avec un salon qui s'appelle MAS 2026. De quoi il s'agit en fait? C'est donc la capitale économique ivoirienne qui accueille donc un salon sur les solutions spatiales. Et je dis solutions spatiales parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer quelque engin que ce soit sur la Lune, mais bien de s'intéresser aux solutions sur tout ce qui est agriculture intelligente, cadastre, développement économique, en collaboration avec les territoires. Un sujet très peu développé, très peu relayé, même au sein du continent africain. COACI, avec 2 agences nationales, est l'un des rares à en parler. J'aimerais vous entendre sur ce que ça dit du récit de l'Afrique lorsqu'elle parle de sa souveraineté, quelle que soit cette souveraineté. Je voudrais tout d'abord souligner le fait que ce marché africain des solutions spatiales MAS 2026, il a eu comme thématique l'espace comme un levier de développement et un levier de développement pour l'Afrique. Donc c'est assez ambitieux et je pense même qu'il va falloir probablement arrêter de cultiver, on va dire, un certain complexe d'infériorité ou d'incompétence vis-à-vis de tout ce qui est scientifique. Donc c'est un sujet d'avenir, et l'avenir, il est déjà là, puisque la course vers l'espace laisse apercevoir un nouveau monde qui est lié à des activités économiques, et je pense par exemple au tourisme spatial. Bien entendu, on ne peut pas s'attendre à ce que demain on verra une fusée made in Africa sur Mars. Je pense pas. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, en fait, comme vous l'avez si bien souligné, c'est de pouvoir exploiter l'informatique à travers justement des applications satellitaires pour pouvoir faire une meilleure agriculture, plus abondante, plus efficace en termes notamment d'irrigation, à titre d'exemple, de faire des applications qui pourraient, par exemple, mieux analyser l'espace en termes de foncier, sa répartition sur le plan urbain. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'espace, il offre beaucoup d'opportunités, d'où une course, parce qu'on dit qu'il y a de l'eau et des matériaux comme le nickel, comme le platine, dans des astéroïdes. Et je voudrais juste terminer sur une chose, c'est que... Oui, parce qu'on a dépassé la minute. Oui, pardon. Je voudrais juste terminer sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre match, à part celui de la finale de la Coupe du Monde, mais il y a un autre match qui est celui de la réglementation au niveau des instances onusiennes. Et c'est là aussi où ça va se jouer. Moi, je serai plus bref que lui. Merci. De toute façon, parce que c'est une belle initiative, c'est une bonne initiative, on peut dire aussi, mais il faut que ça décolle un peu. Il ne faut pas que ça reste toujours ça décolle, vous avez dit? Ah oui, ça décolle. Il faut décolle en termes de projet, en termes de solutions aussi. Concrétiser les choses. Il ne faut pas vraiment rester juste vraiment un projet sur papier. Il faut vraiment que ça aide un petit peu à faire profiter tout le monde, à réduire un peu les inégalités, à réduire les écarts, et pourquoi pas donc en faire profiter toute la population ivoirienne. Oui, et au-delà même. Et c'est uniquement la deuxième édition. Donc effectivement, en ce qui concerne les solutions concrètes, d'autres éditions, je pense, compléteront cette première thématique du développement, justement.
On passe au down, un autre down. Et là, je vais me tourner vers vous, Saïd Hamda, parce qu'il y a un autre territoire aussi où la frontière entre le sport et la politique devient un peu plus floue. Et là, c'est la Deutsche Welle qui parle des députés européens qui demandent une enquête carrément sur Infantino. On revient sur cette affaire de carton rouge qui a été subrepticement confisqué alors que Folarin Balogun ne devait pas jouer ce huitième de finale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, c'est assez surprenant de la part de la FIFA et ses accointances avec notamment Donald Trump. Je pense qu'il faut vraiment se questionner aujourd'hui sur quelle est l'indépendance de la FIFA, parce que le carton rouge annulé pour Folarin Balogun, en l'occurrence après un coup de téléphone de Donald Trump, devrait tous nous alerter sur comment le football va évoluer à l'avenir. Je pense qu'il y a des vraies questions. On a été très je veux dire critique, pas vraiment en fait, sur la Coupe du Monde aux États-Unis. On a été beaucoup plus sur la Coupe du Monde en Russie, sur la Coupe du Monde au Qatar et parfois à juste titre. Mais on a été très conciliant, trop conciliant avec cette Coupe du Monde aux États-Unis. Beaucoup de choses se sont déroulées alors qu'elles n'auraient jamais dû se dérouler. Certains supporters n'ont pas pu obtenir des visas, certains joueurs, voire même certains membres du staff n'ont pas pu accéder sur le territoire américain. On prend l'exemple des joueurs iraniens qui étaient obligés de loger au Mexique, puis de jouer aux États-Unis, ce qui est une iniquité sportive énormissime. Mais sous l'administration Trump et avec la bienveillance d'Infantino, tout cela a pu être possible. Donc, c'est fortement dommageable pour le football. Maintenant, c'est vrai qu'il demande une enquête. Je ne suis pas certain que ça puisse aboutir sur grand-chose. La FIFA est une organisation extrêmement puissante qui est pas rattachée politiquement à aucune institution. Donc, en vérité, c'est très difficile de pouvoir punir, ou en tout cas de pouvoir prouver qu'il y ait des formes de favoritisme. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais effectivement, c'est très flou. C'est très flou et ce qui est important, c'est que la presse, c'est le rôle aussi, met en lumière aussi cette accointance dont vous parliez, Saïd Hamda. On passe tout de suite au dernier down, très rapidement. C'est le monde diplomatique qui, excusez-moi l'expression, en a un petit peu marre qu'on parle d'intelligence artificielle. Ça, c'est quand l'espace médiatique est saturé par une thématique qui envahit et la vie des quotidiens, mais aussi, du coup, par effet domino, la presse. Et là, ça se passe aux États-Unis notamment. Votre réaction, rapidement, très rapidement. Rapidement, moi, je pense qu'il ne faudrait pas rester dans une logique de contestation. Il y a une réflexion sur la régulation de l'intelligence artificielle, sur les outils qu'elle offre, notamment dans le journalisme. Et pour preuve, par exemple, la déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le journalisme, la déclaration de Paris, enfin la charte de Paris, qui date du 10 novembre 2023. Donc il y a une réflexion sur les bienfaits, sur les risques, notamment d'ordre éthique, ainsi de suite, sur l'intelligence artificielle. Il ne faut pas... Nous ne sommes pas dans la diabolisation. Moi, je suis contre cette idée. Il va falloir adopter et essayer de réguler. Tout est dans la régulation. Non, c'est ça aussi. En fait, à mon avis, donc il faut toujours apprendre et donner aux étudiants, aux usagers, comment on peut utiliser cet outil. C'est un outil magnifique. Donc, à mon avis, il donne beaucoup de possibilités pour faire mieux et bien les choses. Maintenant, je parle un petit peu de mon exemple. Il faut demander à un collégien, un lycéen, ou même un étudiant à l'université, donc comment il trouve le cours de son prof. Il va dire que le cours de son prof est nul. Parce que ce que le prof est en train de dire maintenant, pendant 1 heure, 2 heures, je peux le trouver sur Internet en 10 minutes. Il explique mieux. C'est pour ça que je me dis toujours, c'est que non, il faut que vraiment qu'on se réinvente un peu. Il faut trouver un bon chemin, comme nous, en tant que professeurs, en tant que professionnels des médias ou autres, comment on peut utiliser, comment on peut vraiment optimiser les choses et donner des bons outils aux étudiants, parce que c'est un nécessaire, on ne peut pas s'échapper. En plus, il ne faut pas polémiquer les choses, au contraire. Je pense
pense qu'il va falloir, en tout cas en matière d'enseignement, développer la pensée critique. Développer la question critique Voilà. et se remettre en question, et tous les critères d'évaluation d'ailleurs aussi pour les enseignements. Rapidement, Saïd Hamda, peut-être un mot sur cette intelligence artificielle aussi, qui est détestée par tout le monde selon le monde diplomatique. Par tout le monde, je ne sais pas si on peut dire ça, mais effectivement, l'IA a des bons côtés et un petit peu des mauvais. Parmi les mauvais, effectivement, beaucoup de saturation. On ne sait plus vraiment déceler le vrai du faux. Il faut savoir que l'IA consomme énormément d'énergie, énormément d'eau. Donc aujourd'hui, quand on voit l'utilisation de l'IA qui est faite parfois pour des choses extrêmement futiles, pour des fake news, pour un tas de choses qui sont totalement superflues, on peut remettre en question l'utilisation abusive de l'IA, mais l'IA reste quand même un secteur novateur avec beaucoup de promesses, notamment dans le secteur de la médecine, qui peut être très important pour le futur. Mais effectivement, il va falloir mieux utiliser l'IA pour en tirer les bénéfices. Pour mieux en tirer les bénéfices. Et je sais qu'on peut passer des heures à parler d'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est un sujet qui s'invite chaque semaine dans le cercle. On en parlera avec plus de développement à chaque cercle. On passe au scan tout de suite. Et dans le scan, je vous le rappelle, donc, on décrypte l'actualité, mais on décrypte aussi la manière dont elle est abordée, traitée, déclinée, développée. Et là, le premier sujet qui nous intéresse, ça se passe au Maroc, c'est le CESE, le Conseil économique, économique et social et environnemental du Maroc, qui publie un rapport sur l'incivisme. On commence avec le 360 qui parle donc de ce qui n'était qu'épiphénomène et qui tend à gagner du terrain. Donc c'est un aspect qui est pris par le 360 dans ce rapport du CESE. On va poursuivre avec d'autres titres. Média 24 qui lui préfère le titre « Le CESE propose un plan national pour changer les comportements ». Voilà. Plutôt sobre à mon avis. On va continuer avec d'autres titres. L'Économiste donc, qui parle donc d'un gros décalage entre la perception et la réalité. Là, on déplace le regard, on se positionne plus sur le rapport en lui-même. On va terminer avec Quid. Il y a le Express avant, avec un titre on ne peut plus sobre. Le CESE appelle à un projet national à l'horizon 2030. Qu'est-ce que cela dit aussi? On termine avec Quid.ma. Deux choses sur Quid.ma, puisque ce rapport est sorti le 10 juin à peu près. Il y a d'abord le timing. A pris le temps, Quid.ma a pris le temps pour revenir sur ce qu'il y a dans ce rapport, mais aussi et surtout sur ce qu'il n'y a pas. Donc j'aimerais que l'on revienne sur ces 4-5 façons d'aborder ce rapport du CESE sur, j'allais dire le civisme, mais surtout l'incivisme au Maroc. Je pense qu'il faudrait probablement rappeler une chose, c'est-à-dire brièvement le contenu de ce rapport, qui s'est basé sur un échantillon de 1012 personnes. C'est un sondage. Les grosses tendances, l'incivisme en tant que comportement, notamment en matière de circulation routière. Il y a certains qui lient le civisme aussi à l'attitude, on va dire le comportement des institutions, des grandes institutions. Il y a un aspect qui m'a beaucoup alerté, qui m'a beaucoup interpellé, c'est celui de la probité. C'est-à-dire on a un vrai problème de moralité au Maroc. Il faut le reconnaître, on a un vrai problème de moralité et de ponctualité. Et ça, c'est hyper important sur le plan de l'éthique, une question qui me tient particulièrement à cœur. Sur ce coup-là, si on s'en tient justement à ces supports d'information, comment ils ont traité le rapport du CSE? Il y a 3 grosses tendances. Une première tendance qui est factuelle, Express. Une deuxième tendance qui est beaucoup plus analytique avec des graphiques, comme l'Économiste. L'Économiste, oui, tout à fait. Et une troisième tendance qui est à la fois didactique et critique, puisque Quid.ma va beaucoup plus loin. Oui, à juste titre, il a souligné le fait que ce qu'on entend par le civisme, au-delà des comportements des citoyens, il y a aussi une question d'éthique qui se pose au sein même
des décideurs, Complètement. des décideurs et des dirigeants des établissements publics, de l'administration, ainsi de suite. Autrement dit, on sort un petit peu d'un débat anesthésiant et anesthésié pour appeler un chat et dire qu'on a un problème de corruption, on a un problème d'abus d'autorité, on a un problème de conflit d'intérêts, on a un problème délit d'initié. Certes, ce sont des problèmes qui ont un caractère pénal, pour la plupart, mais il y a surtout un problème moral. Et donc, c'est dans ce sens-là où Quid.ma considère que le civisme, c'est une question aussi de moralité. Sachant que dans l'économiste, il y a un aspect qui a été brièvement souligné et que justement Quid.ma a développé, c'est celui de le rapport entre le civisme et le fonctionnement des institutions démocratiques. Que ça soit une corrélation qui est fondamentale à quelques mois des élections. Que ce soit une administration, que ce soit une muqatara, que ce soit un parlement. Exactement. Que ce soit un tribunal, il faut le dire. On peut utiliser les exemples à l'envie aussi, parce que c'est pas le rapport qui va vraiment nous enseigner sur notre marque, notre réalité aussi, parce que nous on est dedans aussi. Donc, mais c'est bien d'en parler, et c'est là la question. Et on est là pour dire justement comment on en parle aussi. Si vraiment on prend les papiers et tout ça, donc les 4 papiers qu'on a vus maintenant, oui, c'est bien. Donc ça donne un tout, un ensemble. C'est une manière de voir aussi. Il y a le factuel, comme a dit Faisal. Il y a aussi le point de vue de Quid aussi, parce qu'il a pointé certaines choses. Donc c'est toujours bien. Mais il faut vraiment qu'on dépasse le stade de diagnostic aussi. Parce que ça y a très longtemps qu'on en parle. Je ne pense pas qu'on parle aujourd'hui uniquement de la corruption. On a déjà parlé il y a très longtemps. On parle d'une manière ou d'une autre côté des élections et tout ça, l'administration, quand tu vas vraiment chercher un papier et tout ça. Donc comment se comporte avec toi celui qui est devant l'agent d'autorité et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà parlé par avant. Moi, si je parle de mon expérience par rapport à ça, en 2009, j'ai écrit un papier sur Le Matin. J'ai écrit « Civisme, on ne connaît pas ». Dans le transport en commun. Exact. Propreté, terme de propreté. Oui. C'était il y a 17 ans. Oui, il y a 17 ans. C'était il y a 17 ans. Donc, quand j'entends les collègues qui en parlent, je dis c'est toujours bien aussi. Hein. Mais il faut qu'on dépasse un peu le stade d'observation et tout ça. Il faut faire... D'abord, sur le plan médiatique, je pense que le journaliste, il est là pour relayer une information. Oui. Donc, on ne peut pas leur reprocher ça. C'est un avis du Conseil économique, social et environnemental qu'ils ont relayé. Mais c'est leur rôle. Exactement. Et je précise que 4 titres, il faut un peu d'analyse aussi. On parlait de ce rapport-là. 4 titres sur un sujet qui est quand même sachant qu'on n'a pas majeur. Aussi... Je ne pense pas que la presse arabophone... oui. Là, francophone. Je parle de... Merci pour cette précision. Oui. Mais ce qui est important, et là où je rejoins Abdelrahim, c'est que en fait, on en a un petit peu marre, je m'excuse de l'expression, on en a un petit peu marre de faire toujours des constats. Et j'ai envie de dire Moul Hanout qui va te dire et après. Et après, il y a eu le rapport du séquentenaire, après l'indépendance, qui est un rapport extrêmement intéressant. Il y a eu le dernier rapport, celui d'avril, je pense, 2022, du Conseil de ce qu'on appelle la commission de Ben Moussa sur le nouveau modèle de développement. Il y a des thématiques qui ont été abordées. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a 2 choses. J'ai l'impression, moi je parle en tant que journaliste et en tant qu'observateur, et surtout en tant que citoyen. C'est que d'abord, on est toujours dans le constat. On a constaté, le constatateur a constaté le constat et on constate et on continue à constater. 1. 2, c'est qu'il y a un cumul de doctrines. C'est-à-dire que si on choisit un certain nombre de thématiques, on va constater, d'ailleurs, on va constater qu'on a cumulé plusieurs rapports pendant plusieurs décennies. Et que sur le terrain, la réalité du citoyen, il n'y a pas de changement. Et c'est la perception, justement. C'est la perception du citoyen de ce changement-là qui compte. La perception, c'est utilisé exactement. C'est la perception entre la réalité et la perception. C'est fondamental. Rapidement, un extrait de Quid.ma et qui revient sur la corrélation entre justement la probité, l'éthique et puis les citoyens. Le civisme est indivisible. Le civisme ne concerne pas seulement le citoyen, il oblige d'abord celui qui détient une parcelle d'autorité. Donnez l'exemple. Exactement, car enfin, qu'est-ce qui mine le plus profondément le sentiment civique ? Un papier jeté sur un trottoir ou un marché public truqué, un klaxon intempestif ou
une décision administrative arbitraire, un graffiti sur un mur ou un abus de pouvoir, un banc dégradé ou des fonds publics, on va dire, mal gérés. C'est comme ça que ça a été écrit sur quid.ma. Donc c'est ça, ce que ne dit pas le rapport. Oui, sauf qu'il faut qu'on soit quand même aussi honnête intellectuellement et se dire que le citoyen, il a une grande part aussi de responsabilité. Parce qu'il y a deux aspects à distinguer sur ce niveau-là. Il y a un aspect qui concerne le comportement dans l'espace public de 36 millions de citoyens. Donc moi, si je vais à la plage, je ne dois pas jeter de déchets, je dois laisser ma place propre, ainsi de suite. Et il y a des comportements, institutionnels qui, lui, relèvent d'autres... Il y a certainement une corrélation, mais il y a d'autres mécanismes qui régulent ce genre de comportement déviant. Ce que j'essaie de dire, c'est que le citoyen aussi, il doit pas être dans une... Ça ne doit pas justifier sa schizophrénie. Il critique l'État, l'administration pour telle ou telle chose, et lui-même, il est à contre-courant contre l'intérêt général. C'est pour ça qu'il y a toujours cette dualité. Rapidement, on va passer au deuxième sujet. D'accord, la dualité entre l'individu, à mon avis, je dis toujours, c'est un tout. Ça commence toujours par l'individu. Parce qu'à chaque fois, donc, comme tu as dit, on critique, mais individu et institution. Je pense que les deux, chacun d'eux, il doit vraiment faire son travail comme il faut. Parce que, à mon avis, si vraiment les individus, c'est la société, le collectif n'arrive pas à fonctionner, c'est là vraiment l'institution de manière générale, que ce soit éducative ou sportive ou politique, doit vraiment imposer certaines choses pour vraiment imposer une manière de conduite qui est conforme, qui est convenable aussi aux conventions sociales. Et inspirer l'exemplarité. On passe tout de suite au deuxième sujet du scan. Et là, c'est les Lions de l'Atlas qui quittent le mondial, donc la tête haute. Et ça, c'est mon avis et je l'assume. Plusieurs médias en parlent, à commencer par Foot Mercato qui parle de cette Coupe du Monde donc avec le Maroc. Il pose une question, le Maroc peut-il être déçu après son élimination en quart de finale? En filigrane, il y a le Maroc, certes, a perdu face à la France, mais il reste une grande nation de football. On va poursuivre avec un autre titre, le collimateur. Je précise que ce titre était avant le quart de finale, mais il est quand même important. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on se posait la question du rêve américain. Est-il réellement à la portée du Maroc? La réponse d'un prestigieux média italien qui parle donc de cette équipe marocaine. On voit la Cosmopolis, il Marocco, la squadra africana, donc ci può vincere il mondial. Voilà, on se posait quand même la question de cette équipe capable, à même, de remporter ce mondial. C'est pas rien. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Et une déclinaison, un décryptage sur, certes, cette défaite, mais ce Maroc qui reste au niveau, et aussi la presse qui change de ton aussi au fil des matchs, au fur et à mesure que les Lions de l'Atlas traversent ce mondial. Le vocabulaire évolue aussi beaucoup, on va le voir aussi en deuxième partie de cette question du scan. On passe du respect, de la surprise à une ambition et à une véritable confirmation. Je vais aller à Paris d'abord. C'est Saad Hamda qui va nous en parler. Oui, c'est normal que le ton évolue au fil des matchs, puisque plus les matchs avancent, plus les équipes qui restent sont moins nombreuses. Donc forcément, la crédibilité augmente avec le tournoi. Et donc quand on arrive dès les quarts de finale, parce que sur cette Coupe du Monde-là, il faut savoir qu'il y avait un tour en plus, donc c'est encore plus difficile d'atteindre les quarts de finale. C'est même peut-être un peu l'équivalent des demi-finales sur les anciennes éditions. Donc forcément, le Maroc, c'est même pas peut-il être déçu, il doit être déçu de son élimination, parce que même si c'est face à l'équipe de France qui est l'ultra favorite sur ce tournoi, il n'y a pas de question. Je pense que le Maroc aurait pu proposer un peu mieux sur le contenu de cette Coupe du Monde. Après, effectivement, ça reste tout de même une satisfaction, puisque sur 2 tournois d'affilée, le Maroc arrive à se hisser dans plus ou moins le dernier carré, même si les quarts de finale ne sont pas le dernier carré. En tout cas, arrive à se hisser dans le top 8 mondial. Et ça, il faut quand même mesurer la force du Maroc d'être en capacité de faire ça, parce qu'entre 98 et 2018, le Maroc était absent de la Coupe du Monde pendant 20 ans. Donc, il faut voir d'où est-ce que le Maroc part également pour
pouvoir juger correctement les résultats d'aujourd'hui. Il faut savoir que dans 4 ans, cette équipe sera beaucoup plus mature. Là, le Maroc était venu avec une équipe très jeune. En 2030, ce sera une Coupe du Monde à la maison, puisque le Maroc co-organise à la fois avec l'Espagne et le Portugal. Et le Maroc aura l'opportunité, pour une 3e Coupe du Monde, d'essayer de confirmer et voire même d'essayer de la gagner. Vous l'avez très bien rappelé aujourd'hui, si la presse italienne se pose la question de est-ce que le Maroc peut gagner cette Coupe du Monde, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, le Maroc est devenu un candidat crédible. On l'a vu sur cette Coupe du Monde-là. Le Maroc a affronté 3 équipes du top 15 mondial. Le Brésil, où il y a eu un match nul, le Maroc aurait pu largement gagner ce match-là, tellement le Maroc avait été dominateur, notamment en première période. Le Maroc a éliminé les Pays-Bas, qui sont aussi également dans ce top 10. Et puis le Maroc a été éliminé par l'équipe de France. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, qui n'aurait pas été éliminé par l'équipe de France? C'est clairement la meilleure équipe de ce tournoi. Je pense que c'est tout droit pour l'équipe de France vers le sacre final. Effectivement, on peut avoir des regrets pour le Maroc, surtout sur la manière de faire, parce que j'ai l'impression que les Marocains ont joué avec la peur, ont joué avec de la retenue, et c'était pas du tout la signature de Mohamed Wahabi jusqu'à présent. On avait vu un Maroc plutôt dominateur, c'était le même Maroc qui avait réussi 800 passes face aux Pays-Bas et qui n'a quasiment même pas tiré au but face à l'équipe de France. Il y a eu peut-être un sentiment de complexe, où aussi la bataille au milieu de terrain a très très largement été dominée par l'équipe de France. Voilà, je pense que le Maroc peut partir avec des regrets, encore plus qu'en 2022, parce qu'en 2022, le Maroc avait plutôt bien joué malgré la défaite, même si les scores sont similaires 2-0. Le Maroc s'était produit des occasions en 2022 et on peut se dire, bon voilà, l'équipe de France a été plus forte, c'est pas grave, le Maroc a joué à 100%. Sur 2026, le Maroc n'a pas joué à 100% et donc c'est ça qui peut garder un arrière-goût désagréable. Un arrière-goût d'inachevé, comme vous disiez tout à l'heure, Faisal Fariri. Abdelrahim Bourkia, je me tourne vers vous. À quel moment une sélection cesse d'être une belle histoire, j'ai envie de dire, pour devenir une puissance crédible au foot, à travers le regard de cette... Je pense qu'il ne faut pas être trop sévère à l'égard de soi-même. Au contraire, parce que déjà, on est toujours là. On a progressé au niveau jeu. C'est vrai que, comme a dit Saad, quand on reste sur cette petite déception, parce qu'on n'a pas joué comme on jouait avant, parce que la version, comme j'ai dit, de Wahabi, ça me plaît beaucoup, mais je pense que lorsqu'on a joué la France, il y avait la trouille, il y avait cette peur de perdre aussi, du coup, donc on n'a pas su jouer. C'est vrai que devant nous, il y avait des grands joueurs, la France, c'est les meilleurs joueurs la meilleure équipe qu'on a maintenant dans la Coupe du Monde, c'est la France. Du coup, donc je pense qu'il y avait ça, c'était beaucoup plus mental chez les joueurs. Si les joueurs ils sont rentrés, c'était pas vraiment comme il faut. Et du coup, donc on n'a pas pu cultiver le jeu qu'on faisait avant. Et il y avait beaucoup de choses, parce qu'à mon avis, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, le joueur? Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a craqué, parce que tu vois, il n'y a personne, il a dit Saad, parce que le milieu de terrain marocain était complètement absent. On était de fantômes. Alors aussi. On va parler de ce milieu de terrain justement, et tout un aspect vraiment qui me tient à cœur et j'aimerais vous entendre là-dessus. On va tout de suite regarder 3 autres titres. Voilà, vous parliez de milieu de terrain. Bouhaddi, le trésor perdu. Alors ça, c'est l'équipe qui parle de ça, et ça, c'était avant le quart de finale. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Ayoub Bouhaddi. Il y a une autre page également qui parle de Ayoub Bouhaddi, le dossier impossible, avec ce sous-titre qui est intéressant, et ça va faire partie de mes questions. Le choix d'Ayoub Bouhaddi de jouer pour le Maroc dès 18 ans illustre la difficulté pour la France de se protéger de la fuite à venir de ses grands talents après que l'affaire des quotas ait enterré tout débat possible. Tout de suite, je vous propose d'écouter et de regarder une vidéo qui a été donc diffusée par Brut officiel. On écoute, s'il vous plaît, cette vidéo maintenant. Il n'y a aucun regret d'avoir choisi le Maroc. Je suis très fier d'avoir choisi le Maroc. J'ai toujours dit que c'est un choix de cœur, que je suis très fier de représenter le Maroc, peu importe ce qui va se passer. Maintenant, le plus important, ce qu'on sait, les joueurs, le staff, tout le monde, c'est que peu importe ce qui se passe, on donnera toujours tout pour le maillot. On est fiers, on espère rendre fier le plus possible le peuple marocain. Et les prochaines compétitions, on sait encore ce qu'on a amélioré. On va tout faire pour aller le plus loin possible la prochaine fois et améliorer ce qu'on va faire.
Voilà, alors je vais vous faire réagir tout de suite, mais avant, un édito très intéressant qui rejoint cette question-là des binationaux aussi au sein de la sélection nationale. C'est tel quel, avec notre confrère Abdallah Tourabi, justement, qui titre Diop, Diaz et les autres, donc ce sont tous des Marocains. Il y a ce regard de l'extérieur sur l'équipe marocaine, mais il y a aussi le regard intérieur du Maroc sur cette équipe-là qui dit beaucoup de choses. Et j'aimerais vous entendre aussi sur cet aspect-là et ce choix aussi, déjà de Brut, d'avoir posé la question à Ayoub Hadi, et aussi sur le regard aussi des Marocains sur cette équipe en particulier. Peut-être vous d'abord, Faisal Fakri. Moi, si vous le permettez, je voudrais juste replacer cette Coupe du Monde par rapport à ce qu'on appellerait aujourd'hui la géopolitique des médias. Oui. Je préfère. Il y a quelque chose de positif, c'est que le Maroc ne passe plus inaperçu. Il focalise tout de même l'attention de grands médias, aussi bien mondiaux. Et ça prouve qu'aujourd'hui, nous avons une marque, nous avons une notoriété, nous avons une influence. Il y a une forme de soft power qui se dégage à travers cette équipe nationale. Elle vend bien le Maroc, entre guillemets. Maintenant, ce qui est sûr et certain, et c'est valable pour tous les domaines, ce qui est difficile, ce n'est pas d'arriver en haut, c'est de se maintenir. Et je pense que c'est la grande leçon de cette Coupe du Monde 2026, c'est comment on va confirmer et reconfirmer notre statut en tant qu'équipe avec laquelle il faut compter à chaque compétition internationale. Pour preuve, vous regardez ce qui s'est passé pour l'Italie, pour l'Allemagne. Ça veut dire que rien n'est gagné, que rien n'est éternel, peut-être sauf la mort. Mais au-delà de tout ça, vous avez posé la question sur les binationaux. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des médecins, des ingénieurs qui partent du Maroc pour travailler dans des pays étrangers, notamment la France. Et lorsque nous avons des binationaux qui choisissent, parce qu'il y a ce qu'on appelle sur le plan juridique la nationalité sportive, c'est-à-dire vous pouvez être hollandais ou français, mais vous choisissez de jouer avec votre sélection sénégalaise, égyptienne ou marocaine ou canadienne. Donc c'est un choix qu'il faut respecter, ça relève des droits fondamentaux aussi. Un joueur, il a le droit de choisir sa nationalité. Si dans certains registres, on ne se pose pas la question, pourquoi entre guillemets, on happe les compétences médicales d'ingénieurs d'Afrique ou d'Amérique latine, pourquoi on va commencer... Enfin, le débat est toujours salvateur, mais je me dis que si ça doit être réciproque. Si vous prenez les ingénieurs et les médecins et les infirmiers, ce n'est pas grave si on prend aussi des joueurs. Saad Hamda, j'aimerais vous entendre sur ce point-là. Vous n'avez peut-être pas vu les unes, mais vous avez entendu cette question que Brut, officiel, a posée à Ayoub Hadi sur son choix du cœur, comme il l'a dit très tôt pour le Maroc. Effectivement, en fait, le choix des binationaux, il faut savoir qu'en France, il y a un regard qui est un petit peu biaisé parce que beaucoup de gens ne sont pas binationaux. Donc, à partir du moment où les gens ne sont pas binationaux, parfois, ils ont du mal à comprendre toute la réflexion derrière les binationaux avec parfois des raccourcis qui sont trop rudimentaires. C'est-à-dire que si on choisit le Maroc, ça veut dire intrinsèquement qu'on n'aime pas la France. Ou si on choisit la France, ça voudrait dire intrinsèquement qu'on n'aime pas le Maroc. Alors qu'en vérité, la question ne se positionne pas du tout là-dessus. Quand on pose la question à Ayoub Hadi, finalement, parce que la France a battu le Maroc, est-ce que intrinsèquement vous regrettez votre choix? Ayoub Hadi répond extrêmement bien. Il a une maturité pour un jeune garçon de 18 ans qui est topissime. C'est qu'il dit qu'il a choisi avec son cœur et que forcément le résultat d'un match n'allait pas remettre en question toute une réflexion sur ce choix-là, parce que c'est un choix, il faut le savoir, dans le football qui est définitif. Quand on choisit une sélection, c'est pour l'ensemble de la carrière, donc il faut vraiment bien choisir. Et quand on choisit, on met plusieurs paramètres dans la balance. On choisit par rapport à sa culture, par rapport à la culture de ses parents, par rapport à son attache au pays, par rapport à beaucoup de paramètres en tout cas. Après, c'est propre à chacun. Il y en a certains qui vont peut-être choisir aussi le défi sportif en se basant plus sur la France. Il y en a aussi qui ont grandi en France, donc avec les codes beaucoup plus français en eux, avec l'éducation à l'école, les amis, etc., qui vont choisir l'équipe de France. Je pense qu'il faut respecter le choix des joueurs quel qu'il soit. S'il choisit le Maroc,
ou l'Espagne. Un joueur en binational comme Lamine Yamal a finalement opté pour l'Espagne et au Maroc. Tout le monde respecte ça, même s'il y a un peu de déception. Tout le monde lui souhaite une très belle carrière avec l'Espagne. Donc effectivement, ce choix-là des binationaux, il est toujours très touchy, il est toujours très tendu parce que la plupart des gens ne comprennent pas la réflexion qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, Ayoub Boadi, je pense qu'il a été sûr de son choix. Il sait que le Maroc est un pays qui a énormément évolué d'un point de vue footballistique. Il y a qui va continuer un énorme à potentiel, évoluer. avec en ligne de mire forcément la Coupe du Monde Et je vous de 2030. coupe, Saïd Hamda, pardonnez-moi, parce qu'on va tout de suite passer à la dernière rubrique. Et on va continuer par les foot aussi, vous inquiétez pas. C'est les musts de la semaine. C'est tout de suite. Alors, que sont les musts de la semaine? En fait, c'est un coup de cœur, un coup de foudre, un coup de colère ou peut-être une obsession médiatique. C'est tout ça, le must. On va commencer avec vous, Faisal Fakiri. Vous allez nous emmener dans un terrain complètement différent. Dans les prétoires, oui, avec l'économiste qui parle donc des dépôts qui seront contrôlés par la Cour des comptes et ça concerne les avocats marocains. Dites-nous pourquoi vous avez choisi ce must. On a une minute, désolé. J'ai choisi ce sujet parce que je trouve que c'est une très très bonne chose. Ça va que les avocats, que les dépôts, c'est-à-dire tout l'argent, pour expliquer brièvement, l'argent qu'on dépose, que ce soit des dommages-intérêts, des frais de justice, des honoraires ainsi, soit sous le contrôle d'une institution constitutionnelle, à savoir la Cour des comptes, et que les barreaux aussi, en tant qu'instance professionnelle, c'est un débat, puissent rendre des comptes, reddition des comptes, parce que c'est une preuve de transparence vis-à-vis de 36 millions de justiciables. Et aujourd'hui, ce projet de loi, il a tellement fait débat qu'il est aujourd'hui déposé auprès de la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur sa constitutionnalité. C'est-à-dire à quel point il est conforme aux principes constitutionnels. Je fais allusion à la Constitution de 2011. Ouais. Donc on est dans une démarche de transparence, de reddition des comptes, et ça rejoint un petit peu aussi le débat sur le CESE. C'est-à-dire que on est exactement ce que je vous allais dire. Là, il y a un fil conducteur. Oui. C'est-à-dire que nous voulons tous qu'on soit un pays démocratique, qu'il y ait des règles, mais dès lors que ces règles vont nous être appliquées, on commence à respecter, on commence à contester. Je respecte le point de vue des avocats parce qu'ils le contestent, mais je pense aussi que c'est salvateur pour le débat démocratique. Le débat est toujours salvateur. Je retourne à Paris, si vous le voulez bien, avec vous, Saïd Hamda, votre must de la semaine. Je le devine, je dis rien, on vous écoute. Vous avez vu presque depuis le début de l'émission, vous n'avez pas vu mes dents, j'ai très très peu souri. C'est forcément sur cette équipe du Maroc. Mon monde tourne autour de cette défaite pendant 24 heures. Plus que la défaite, mon must se concentre surtout sur la manière dont ça s'est passé. C'est une équipe qui a été fantomatique. Et vraiment, j'ai été déçu sur la production du jeu parce que je m'en attendais à une bataille bien plus serrée entre deux très bonnes équipes en 2022, alors que l'écart était plus grand entre les deux nations. On avait quand même eu un match beaucoup plus excitant. Donc forcément, là, j'ai été très déçu. Je pense que le Maroc aurait pu faire beaucoup mieux, aurait pu tenter plus de choses et a été très craintif, trop respectueuse de cette équipe de France, ce qui a conduit à l'élimination. Donc forcément, ça reste une défaite douloureuse. Voilà, on sent l'amertume de Saïd Hamda, amertume qu'on partage. Mais ce que je partage aussi, c'est le must de la semaine de Abdelrahim Bourkia. Vous allez nous parler de Bono, magistral, lion de l'Atlas. Et là, je vous rejoins, mais vraiment à 1000%. Dites-nous, et c'est, surprise, c'est Média News qui en parle. En fait, Bono était magistral, comme vous l'avez dit. Bono était présent. Il n'était pas un fantôme, à mon avis. C'est une forme de réincarnation d'un grand joueur, d'une légende. Je pense qu'il est rentré dans le panthéon des grands gardiens, des grands footballeurs, à mon avis, parce qu'il a fait 6 arrêts, je pense. Donc, Bono était rien à dire. C'était le top des tops. C'est lui qui allait nous faire gagner le match. Moi, je pense que si nous étions partis au tir au but. Oui, aussi. Donc Bono, je pense qu'il a fait les phases finales sans faute. Et depuis longtemps, Bono était
Moi, à chaque fois quand je voyais Bono gardien, je me suis dit qu'on a 60%, 70% de gagner. Et du coup, donc, c'était pas une grosse déception. Il était là, il était présent, une belle performance. Et je pense que ça sera peut-être sa dernière Coupe du Monde. Mais en tout cas, il sort Ouais. par... Oui, la grande porte. Et comme j'ai dit, c'est le panthéon des grands footballeurs. À mon avis, c'est une légende. Oui, on ne va pas vraiment dire grand-chose sur lui, parce que lui, il était présent. Il a pleuré en sanglant à la fin de la rencontre. Yacine Mais- Bono, donc Yacine Bono, la c'est- légende. Ouais. Ça sera le mot de la fin. Merci Et infiniment. ça va inspirer beaucoup de jeunes, à mon avis, parce C'est- que pour nous, Nous pour avons moi, besoin d'icônes, en fait. un modèle pour les jeunes. Une légende, une icône, un modèle. C'est ça, Yacine Bono, aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été dans ce cercle. Merci à Faisal Fakiri, reporter enseignant en droit et médias. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci aussi à Abdelrahim Bourqiya, sociologue du Merci. sport également. C'était un plaisir. Merci à Saïd Hamda d'avoir été avec nous depuis Paris également, journaliste à Squad. Et merci à vous à chaque fois d'être dans ce cercle. Continuez à regarder la presse, à lire et revenez avec nous le dimanche pour prendre un peu plus le temps de décrypter, analyser et donner votre avis aussi. À la semaine prochaine.